Économie de Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, une Europe à la traîne et des pays émergents, Asie et Afrique en tête, nouveau moteur et garant de la croissance mondiale. Les temps ont changé et l'OCDE, vous le verrez, en prend acte. Gros plan dans un instant sur ces nouvelles prévisions quant à l'avenir économique de la planète. Et puis nous prendrons des nouvelles de l'Ukraine. Quel sort pour les habitants des zones contrôlées par les séparatistes. Services publics fermés, retraites inaccessibles, leur quotidien a tourné au casse-tête. On verra tout cela après notre rubrique L'écho de l'Orient. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. Pour commencer, un point rapide sur l'actu économique internationale dominé par ce chiffre, 315 milliards d'euros, le montant du plan du nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, plan visant à relancer l'investissement en Europe. Alors 315 milliards, oui, mais concrètement, Bruxelles ne déboursera que 21 milliards. La Commission espère ensuite que le Fonds européen pour les investissements stratégiques lèvera 60 autres milliards et le reste sera en fait généré par la dépense privée, les banques, grâce au miracle de l'effet de levier. Un plan assez douteux au final, en sachant aussi que ces 315 milliards pèsent moins de 2% du PIB de l'Union, à comparer aux 800 milliards de dollars du plan de relance de Barack Obama pour les États-Unis. Et d'ailleurs, la croissance américaine qui s'affiche à 3,9% au troisième trimestre en deuxième estimation. En Europe toujours, c'est hier à Paris qu'ont repris les discussions entre la Grèce et ses bailleurs de fonds, FMI, Union européenne. Et portée par sa croissance encourageante, Athènes espère sortir de son programme d'aide plus tôt que prévu. Une question peut-être aussi de survie politique pour l'actuel gouvernement grec. Mais les entretiens butent toujours autour du déficit budgétaire pour l'an prochain. Des entretiens qui devraient se poursuivre jusqu'à ce soir ou demain. Le ministre grec des Finances estime que les deux parties font toutefois des progrès. Les questions sont diverses. L'économie grecque doit poursuivre sa croissance avec l'assainissement budgétaire et toutes les réformes structurelles. Changement de continent avec le sommet de l'ASAC, l'Association d'Asie du Sud pour la coopération régionale, qui pèse 1/5 de la population mondiale. Alors des débats ont lieu cette année à Katmandou au Népal. Sécurité, connectivité et lutte contre la corruption et contre l'extrême pauvreté. Voilà les principaux thèmes des débats. Et parmi les 8 pays membres, on retrouve l'Inde et le Pakistan. Leur rivalité empêche toujours de vraies percées en termes de coopération économique. Ma vision pour notre région est une Asie du Sud sans litige. Au lieu de nous battre, luttons ensemble contre la pauvreté, l'analphabétisme, la maladie, la malnutrition et le chômage. Nous investissons dans nos jeunes pour libérer leur créativité, leur talent et leur entrepreneuriat. Nous avons besoin de liens de confiance afin de résoudre nos problèmes. Voilà, à l'occasion de ce sommet, l'Inde et le Népal ont signé un accord pour un projet hydroélectrique commun à hauteur d'1 milliard de dollars. Un mot des cours du pétrole et un nouveau recul hier pour le baril de Brent à 78 $, en baisse d'1 $. Il faut dire qu'aucun accord n'a été trouvé à l'issue d'une entrevue entre certains des plus gros producteurs mondiaux, à la veille d'un rendez-vous crucial de l'OPEP. Ce sera à Vienne. L'OPEP qui doit répondre à la surabondance de l'offre, selon certains, et surtout au ralentissement de la croissance de la demande. Des États comme la Russie ou l'Iran veulent réduire la production pour soutenir justement les cours. L'Arabie Saoudite, premier producteur de l'OPEP, écarte toujours une telle hypothèse. Et puis au Venezuela, c'était l'accueil hier à Caracas devant les enseignes de produits électroménagers. Vous le voyez, beaucoup espéraient profiter de l'opération Joyeux Noël du président Maduro. Il s'agit de limiter les prix des appareils malgré les pénuries et malgré l'inflation qui dépasse, on le rappelle, les 60% en taux annuel. Longue file d'attente et rationnement, le tout sous le contrôle des soldats. L'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Il y a beaucoup de spéculation et on ne peut pas dire que l'on achète moins cher grâce au gouvernement. La catastrophe, ça, oui, c'est grâce au gouvernement. C'est le gouvernement qui a causé tout cela. Que pouvons-nous faire ? L'inversion des pôles reste une hypothèse pour les scientifiques. En revanche, côté éco, les choses sont plus claires. On peut parler d'une inversion évidente des pôles de croissance pour l'économie mondiale. C'est le constat de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui prévoit une accélération de cette croissance mondiale d'ici 2 ans grâce aux pays émergents et non plus à l'Occident ou à l'Europe. L'Europe accusée au contraire de plomber les perspectives. Johanna Citruc. Une accélération progressive. L'OCDE prévoit une croissance mondiale en hausse. Actuellement à 3,1%, elle devrait passer à 3,3% pour l'ensemble de l'année et 3,7% en 2015.
Une nouvelle rassurante, même si les taux sont toujours plus faibles qu'avant la crise. L'économie mondiale croît actuellement à environ 3,1%, ce qui est inférieur à la moyenne des 4% que nous avons connue pour la période 95-2007. Nous sommes donc à 1 point de pourcentage en dessous de notre moyenne. Et en plus d'être inférieure à ce qu'elle était, derrière cette augmentation se cachent des disparités. Dans le train de la croissance, les émergents jouent le rôle de la locomotive, alors que le Japon et la zone euro voyagent dans le dernier wagon. La zone euro continue de croître très lentement, ce qui pèse sur la croissance mondiale. Il faut que la hausse du PIB de la zone euro soit plus rapide afin de soutenir une croissance mondiale globalement plus robuste. En effet, la zone euro est marquée par un chômage très élevé et une inflation encore loin de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Pour remédier à cette conjoncture peu dynamique, l'OCDE recommande plus de souplesse budgétaire. Un diagnostic que le ministre français des Finances partage, à condition que chaque pays puisse avancer à son rythme. L'OCDE vient de confirmer une position qui est la nôtre depuis déjà un certain temps, c'est que nous avons besoin de retrouver de la croissance en Europe, dans la zone euro tout particulièrement, et dans les grandes économies de cette zone euro que sont la France et l'Italie. Et pour retrouver cette croissance, nous avons besoin certes de continuer à diminuer nos déficits, mais de le faire à un rythme qui soit un rythme compatible avec cette croissance nécessaire. Un rythme adapté sans toutefois trop traîner. Car selon l'OCDE, plus les politiques monétaires et rythmes de croissance divergent d'une région à l'autre, plus l'impact sur les taux de change risque d'être important. Des dépréciations ensuite susceptibles de peser sur la croissance. Une croissance mondiale assez imprévisible finalement. Et c'est l'heure de notre rubrique L'écho de l'Orient. L'écho de l'Orient. Et cette semaine, on va revenir sur ce pays qui a servi, on le sait, de détonateur des révoltes dites du printemps arabe. Alors qu'est donc devenu, 4 ans quasiment plus tard, la Tunisie? Eh bien, on va voir tout cela avec vous. Ayman Siksak, bonjour. Merci d'être avec nous, correspondant pour i24 News. D'abord, où en est-on? Comment a réagi la Tunisie? Comment elle a encaissé finalement ce choc de la révolution? La Tunisie est un cas particulièrement intéressant en ce qui concerne le printemps arabe. Sur le plan économique, les choses n'ont presque pas changé depuis le jour de l'éviction de Ben Ali. Mais ce n'est pas le cas des autres pays touchés par le printemps arabe et où l'économie a considérablement chuté. En Tunisie, la situation est restée plus ou moins stable. Actuellement, le taux de croissance fluctue autour de 2,5%. En revanche, le chômage augmente rapidement, surtout chez les jeunes Tunisiens. Donc certaines régions sont plus affectées par le chômage. Une étude récente du ministère tunisien des Finances montre qu'il faudra au moins 3 à 5 ans pour aviver l'économie, si le taux de croissance maintient le même rythme. Ensuite, le tourisme, duquel dépendait en grande partie la Tunisie avant la révolte, a évidemment chuté de manière considérable suite à la situation politique. La Tunisie a donc dû chercher d'autres niches de marché pour tenter de se remettre des événements. Et aujourd'hui, quels sont d'après vous les défis, les promesses aussi de cette économie tunisienne? Bien, avec ce qui se passe en ce moment, sans investissement de l'étranger, sans tourisme, la Tunisie réinvestit dans son industrie traditionnelle, dans des secteurs dynamiques comme Techstar, qui est l'une des industries traditionnelles en Tunisie. Elle fournit des pièces détachées automobiles. Vous savez, la Tunisie est le deuxième fournisseur de pièces détachées en Europe de l'Est, ce qui est très surprenant en soi. Le secteur aéronautique est aussi très important en Tunisie, donc même sans investissement étranger, le gouvernement essaye de concentrer son effort sur ces industries. Et alors dans tout cela, quel rôle pour l'Europe qui se présente, on sait, un petit peu comme un partenaire naturel? Est-ce qu'elle contribue aussi à cette relance tunisienne? Vous savez, il y a aussi de bonnes nouvelles pour la Tunisie. Par exemple, en ce moment, il y a une entreprise tunisienne qui s'appelle Nur Energy, qui est actuellement basée à Londres, ce qui peut aider. Et cette entreprise met en place un projet de liaison par câble de la Tunisie vers l'Italie.
Le but est de pourvoir 2000 maisons européennes en électricité grâce à l'énergie solaire. C'est un projet estimé à 20,7 milliards de dollars, un grand projet pour la Tunisie. Les travaux vont commencer en 2016 pour 2 ans et on verra petit à petit les résultats. Le fait que cette entreprise soit basée à Londres aide beaucoup, notamment en créant de multiples contacts entre la Tunisie et l'étranger et en permettant d'entreprendre des projets tels que celui-ci. Donc des perspectives intéressantes quand même pour cette économie tunisienne. Merci Ayman Sikseck, avec aussi peut-être plus de coopération régionale. Merci beaucoup. Les autres dossiers, celui du conflit qui persiste dans l'est de l'Ukraine. Le pays est coupé en deux, on le sait. Kiev, le pouvoir central, est confronté aussi à une grave crise économique et a décidé de cesser ses versements d'allocations sociales dans les zones aux mains des séparatistes. Du coup, les habitants de ces régions, Donetsk en particulier, doivent les quitter pour toucher notamment leur retraite. Explication en images avec Anthony Lesme. Le pouvoir ukrainien a ordonné à la mi-novembre la fermeture de tous les services publics dans les régions sous contrôle des séparatistes. Plus d'accès aux hôpitaux, aux écoles ni aux services administratifs. Pour toucher leur retraite, ces Ukrainiens sont obligés d'aller dans les territoires contrôlés par le gouvernement. La gare routière de Yuzhny est la seule à Donetsk où il y a des bus qui se rendent à l'ouest. Les retraités voyagent beaucoup, surtout pour accéder à leur argent ou pour s'inscrire. Ils font la queue à partir de 5 h du matin et ce n'est même pas sûr qu'ils arrivent à temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils doivent rentrer avant qu'il fasse noir. C'est très dur pour eux. Une fois sur place, la moitié des banques ne sont pas ouvertes. Les retraités sont fatigués et excédés par de telles conditions. Je suis allée m'inscrire à nouveau pour ma retraite. L'État nous a arnaqués. Il a retiré notre argent, donc on est obligé de faire des allers-retours. On peut avoir notre argent, mais avec beaucoup de difficultés. J'ai fourni mes documents il y a 1 mois. Maintenant, ils me disent que je dois encore en fournir, sinon je n'aurai pas mon argent. Confrontés à une grave crise économique, les autorités ukrainiennes ont déjà annoncé la fin prochaine du versement des allocations sociales pour l'Est. Dans la pratique, les habitants désireux d'en bénéficier devront quitter les territoires aux mains des séparatistes. Voilà une décision qui entérine de facto la partition de ce pays, l'Ukraine. Et on passe au Media Watch. Et à la une de la revue de presse du jour, ce nouveau record hier de valeur boursière pour Apple. Et on voit cela avec vous, Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour David. On a franchi la barre des 700 milliards de dollars historiques. Oui, effectivement, mardi, le géant américain a atteint 119,75 $ par action, ce qui lui a permis de dépasser la barre des 700 milliards de dollars de capitalisation boursière, puisque je vous rappelle que l'action Apple est cotée sur le Nasdaq, un record assez bref, puisque l'action est ensuite repartie à la baisse, mais un record tout de même qui s'expliquerait par 2 facteurs. Premièrement, les ventes de l'iPhone 6 qui sont particulièrement bonnes, mais aussi les perspectives de croissance, et notamment en Chine. Un démarrage sous les meilleurs auspices pour cet iPhone 6. Toujours aux États-Unis, Johanna, un message publié sur Twitter qui aurait dû rester privé. Effectivement, c'est Anthony Noto, le directeur financier du réseau social Twitter, qui a publié un tweet assez intriguant dans lequel il semble s'adresser personnellement à un de ses collègues sur l'éventuel rachat d'une société. Alors le message, c'est le suivant: je pense toujours que nous devrions les acheter. Il est sur ton planning pour le 15 ou 16 décembre. Il faut le convaincre. J'ai un plan. Évidemment, le tweet a rapidement été supprimé, mais les internautes ont quand même eu le temps de le voir. Et depuis, les spéculations vont bon train sur l'identité de cette compagnie. Et 3 noms reviennent assez fréquemment dans les médias. Mike New, un média en ligne, l'application Shots qui permet de partager ses selfies, et l'application Secret, un réseau social où les utilisateurs peuvent publier des messages tout en restant anonymes. Allez, on se tourne, Johanna, du côté de la France et Grenoble, une ville bientôt sans publicité. Comment est-ce possible ? Alors Grenoble a décidé en fait de ne pas renouveler son contrat avec JC Decaux. La ville va donc se débarrasser de ses 326 panneaux publicitaires d'ici mars 2015. Une décision très appréciée de tous les anti-publicités et des écolos, mais assez contestée par le reste de la population. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle pourrait priver la ville de redevances à hauteur de 150 000 € par an. Et puis deuxièmement, ça pourrait aussi priver la ville d'informations, puisque la moitié des panneaux publicitaires servent pour l'affichage de la municipalité, avec notamment les plans par exemple. Et puis il y a aussi l'échec du Brésil, puisqu'en 2007, Sao Paulo avait elle aussi décidé de bannir tous ces panneaux
publicitaire de la ville avant de faire machine arrière 5 ans plus tard. Ouais, c'est vrai que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, le tout sans pub. Et puis Johanna, une visite, celle de la reine des Pays-Bas en Chine, une visite sous le signe de l'économie. Effectivement, la reine Maxima a entamé une visite de 5 jours en Chine pour rappeler l'importance de l'accès aux services financiers, notamment pour les plus pauvres, les plus démunis. Alors aujourd'hui, plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde et des centaines de millions de petites entreprises n'ont pas accès à ces services financiers de base. Donc dans la pratique, ça signifie qu'il faudrait améliorer premièrement l'accès à l'épargne pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Ensuite, il faudrait améliorer l'accès à l'assurance pour pouvoir se prémunir contre tous les risques, comme par exemple le chômage. Et dernièrement, il faudrait améliorer l'accès au crédit pour pouvoir emprunter de l'argent plus facilement. En tout cas, beaucoup de journalistes pour cette visite, on l'a vu, et de vrais défis au niveau planétaire. Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Dossier spécial sur les banques alimentaires en Europe et en Israël. Et l'info continue. Restez avec nous.